Retour en Europe, donc avec la suite de votre grand dossier. Vous étiez donc 15 millions devant la télé pour écouter en direct l'alerte du chef de l'État. Nous ne sommes pas en guerre, mais il faut nous y préparer. C'est ce qu'Emmanuel Macron affirme. Désormais, nous avons un adversaire. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe. Nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. Au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Alors d'après notre sondage exclusif Harris Interactive, vous n'êtes que 52% à avoir été convaincus par les mots du chef de l'État. Henri Guénaud, est-ce que vous en faites partie, ceux qui n'ont pas été convaincus? Non, je fais partie de ceux qui n'ont pas été convaincus. Oui, donc vous faites partie des 52%. Ouais. Non, pardon. Des 48%. Oui, pardon. Vous savez bien que je suis très mauvaise en calcul. Et vous faites partie des 48% des Français qui n'ont pas été convaincus par Emmanuel Macron. Non, je n'ai pas été convaincu. Je trouve que autant la forme n'était pas critiquable. Je pense qu'il fallait que le président parle et que pour une fois il a parlé d'une façon structurée, avec une certaine gravité. Mais autant le fond me laisse très sceptique, pour ne pas dire plus. Dit la Russie est menaçante. Oui. Alors que la Russie soit dangereuse. Quand la tension monte avec la Russie, c'est certain. La Russie, ça n'est pas un petit pays, ça n'est pas pour l'Europe une petite affaire. Voilà. Mais si la Russie est menaçante, c'est aussi parce que nous entretenons avec elle une relation dans laquelle nous faisons monter la tension, nous aussi, depuis des années. Bon, en tout cas depuis le commencement de la guerre en Ukraine, de façon très nette. Donc, quand vous faites monter la tension avec quelqu'un que vous considérez comme votre adversaire, avec un pays que vous considérez comme votre adversaire, que ce pays est puissant, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ce pays soit très bien disposé à votre égard. Donc vous, est-ce qu'il y a quand même une menace qui plane au-dessus de l'Europe et de la France, comme le dit Emmanuel Macron? Plus la tension montera avec la Russie, plus il y aura de menaces. Voilà, c'est tout simple, mais enfin, je sais pas, c'est la vie. Il y a rien d'extraordinaire à tout ça. Si on veut qu'il n'y ait pas de menace, il faut faire baisser la tension. Voilà. Et moi, ce qui me frappe dans cette histoire, il y a deux choses. Premièrement, on n'assume pas les conséquences de ce qu'on fait. C'est-à-dire, on a décidé de s'engager dans le conflit ukrainien, de fournir des armes. On a cessé d'avoir un discours extrêmement agressif vis-à-vis de la Russie. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, on assume les conséquences. La conséquence, c'est que la Russie fait la même chose et la Russie est menaçante. Mais elle n'est pas menaçante d'ailleurs que par la guerre militaire. Elle a bien d'autres moyens d'être menaçante. On ne fait jamais la relation avec ce qui se passe en Afrique, et notamment en Afrique du Nord. Voilà. Tout le monde se tape sur la poitrine en disant il faut établir un rapport de force avec l'Algérie. Quel est le premier allié de l'Algérie? La Russie. Qui fournit tout l'armement algérien? La Russie. Qui fournit le plus d'argent au régime algérien? La Russie. Qui contrôle le Sahel aujourd'hui? La Russie. Bon, donc tout ça se tient. Il ne faut pas s'attendre à ce que la Russie ne soit pas agressive. Si nous sommes. Mais la deuxième chose qui me frappe, c'est que ce discours est discours français et européen est une impasse aujourd'hui. Que les Européens veuillent être à la table des négociations, c'est tout à fait légitime, c'est même nécessaire. Bon, que la France veuille jouer un rôle important dans cette négociation, aussi. Mais si vous dites « je ne veux pas parler à la Russie parce que c'est l'agresseur, je ne veux pas parler à M. Poutine parce que c'est un tyran », comment voulez-vous négocier avec celui avec lequel vous cherchez un compromis? Samantha de Bendert, je vous sens dubitative. Nous n'avons pas le même point de vue sur la Russie et sur la menace qu'elle représente. Heureusement, nous sommes encore dans un pays où on peut exprimer des points de vue différents sans que ça cause un problème. Moi quand je vous entends dire que nous aurions dû ne pas provoquer la Russie parce qu'elle a attaqué l'Ukraine et qu'au contraire, il aurait fallu essayer de la pacifier, moi, ça me fait un peu penser
écoutez, à une femme qu'on menace de violer et elle demande à un ami de venir la protéger et puis finalement cet ami il provoque le violeur potentiel parce qu'il essaie de protéger la femme qui se fait violer. C'est une comparaison, je reconnais un petit peu populaire que je fais comme ça, mais c'est un peu l'analogie que je trouve aujourd'hui. Alors je voudrais quand même rappeler que l'Occident avait fait des promesses à l'Ukraine en 1994 qu'en échange de rendre ses armes nucléaires, son intégrité territoriale serait protégée et qu'elle serait protégée si quelqu'un portait atteinte à son intégrité territoriale. La Russie a évidemment violé ce mémorandum de Budapest. C'est le traité que... Deux pays ont signé, à part la Russie, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis. La France y était associée aussi. Et donc, les pays occidentaux se sont associés à la défense de l'Ukraine au nom d'un engagement qu'ils avaient pris en 1994. Oui. Ensuite, pourquoi est-ce que les pays européens ont décidé que la Russie portait une menace? Parce que depuis des années, la Russie mène des attaques hybrides contre nos pays. Alors justement, c'est ce qu'on va voir avec Michel Goya, si vous voulez bien. Je vais juste aller devant les cartes. Toute petite Henri Guénaud. Ce n'est pas le registre du débat. Ça n'est pas de savoir si la Russie est agressée ou pas. Elle a agressé. Ce n'est pas de savoir qui est responsable. La question aujourd'hui, c'est comment on en sort et est-ce qu'on veut en sortir? On va en parler. C'est la seule question. Bon, moi, on va justement se demander, puisque vous dites, Henri Guénaud, le même résultat. Donc voilà. Ça, c'est déjà. Puisqu'Henri Guénaud, vous dites qu'il faut faire baisser les tensions, on va déjà expliquer pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron dit clairement, en face. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron dit clairement que la Russie est une menace pour l'Europe et la France, parce que c'est pas toujours clair dans les esprits de chacun. Heureusement, vous êtes là, colonel Goya, pour nous expliquer qu'il y a plusieurs niveaux d'affrontement. D'abord, on va s'intéresser au premier niveau, avec ces actions clandestines. Donc là, on les a représentées par des icônes, et ça représente tout ce qui est cyberattaque, tout ce qui est tentative de... Ça représente tout ce qui peut être utilisé pour influencer la politique d'un État sans franchir le seuil de la guerre ouverte. Donc c'est pour ça qu'on parle de guerre hybride, ce n'est pas de la guerre en réalité. En revanche, oui, ce sont des actions multiples. La seule limite, c'est l'imagination. Ça peut être de l'influence politique, ça peut être, si on veut aller un peu plus méchamment, ça peut être des cyberattaques, des sabotages, ça peut être l'utilisation de migrants pour embêter certains pays. Enfin, tout est possible. Des sanctions économiques, des démonstrations de force. On s'attaque des pays, des intérêts, par exemple, français en Afrique, comme ça a été évoqué, etc. Donc c'est tout ce qui peut faire plier un État ou le modifier sa politique dans le sens que l'on souhaite, mais sans lui faire la guerre. Donc là, on l'a illustré avec les cyberattaques, les câbles, exactement. Dans ce niveau avec les câbles, avec des graffitis, notamment les ingérences électorales qui ont lieu beaucoup en Europe, et aussi les ingérences russes en Afrique. C'est pour ça qu'on a aussi mis le continent africain. Et on est d'accord que cette menace-là, elle concerne toute l'Europe et donc la France aussi. Et pas que l'Europe, mais oui, on y est, et depuis des années en réalité. Et ça, c'est le premier niveau, effectivement. Si on passe au deuxième niveau, là, on est au-dessus du seuil de la guerre, parce que on imagine, enfin en tout cas, on est dans le cas de figure où la Russie envahirait un pays voisin. Donc soit les pays baltes, soit la Finlande, soit la Pologne, par exemple. Donc là, pour le coup, on franchit ce seuil. On passe, si vous voulez, si on fait une comparaison avec des relations entre individus, on passe du niveau des insultes ou de la manipulation, tout ce que vous voulez, au niveau de la bagarre. Là, on commence à se donner des coups. Et là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Russie, après l'arrêt des combats en Ukraine, conservera des moyens militaires très importants. Et si on lève les sanctions, si les États-Unis lèvent les sanctions, l'industrie russe pourra encore plus équiper son armée. Et que peut faire la Russie avec cette armée? C'est faire des coups. Elle ne peut pas envahir toute l'Europe, il faut pas fantasmer là-dessus. En revanche, elle peut faire... Il n'y aurait pas des chars qui arriveraient directement en France? Non, c'est pas possible. Matériellement, c'est pas possible. L'armée soviétique... Non, mais certains disent, la France est menacée directement, la France est concernée, mais on n'imagine pas du tout des chars. Mais pas comme ça. C'est-à-dire qu'avec ça, cette armée russe peut faire des opérations limitées, peut faire des guerres éclairs, tenter de s'emparer des pays baltes, tenter de dégager le couloir de Kaliningrad, de manière très brève, en mettant tout le monde devant le fait accompli, sachant que derrière tout ça, dans le plafond, on va y revenir, il y a l'arme nucléaire. Mais d'un point de vue de la France, il faut bien comprendre que la France, qui est là,
les Français n'ont pas encore bien, c'est parce que c'est complètement inédit historiquement, mais n'ont pas bien compris que la France est devenue une île stratégique. On n'a plus de menaces directes à nos frontières depuis 1990 à peu près. Et donc ça, c'est nouveau. Donc si la France doit être engagée au combat, ce sera de deux manières. La première, c'est au loin de la France pour aller défendre un pays allié par traité, que ce soit par l'Union européenne ou par l'OTAN. Donc concrètement, s'il y a une attaque sur l'Estonie, on se battra pour l'Estonie. D'ailleurs, parce qu'on a des soldats français là-bas. Il y a déjà des soldats français qui sont sur place et il faudra ensuite les renforcer. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que un pays comme la France peut être attaqué éventuellement à longue portée par les airs. Je crois que d'ailleurs, c'est l'objet de... Et alors là, c'est le troisième niveau, justement. Donc on sait que la Russie, notamment, nous menace particulièrement avec ce fameux... Alors bon, on l'a dessiné comme ça, mais c'est un missile qui fait très peur. C'est le missile Oreshnik, moyenne portée, qui peut porter des charges nucléaires et qui peut atteindre différentes grandes capitales européennes. En tout cas, c'est là-dessus que les Russes insistent beaucoup. Par exemple, pour atteindre Paris, il ne faudrait que 14 minutes. Ça, c'est même la garde rapprochée de Vladimir Poutine qui le disait. Oui, alors là, vous noterez que le missile Oreshnik, on n'entend plus beaucoup parler, et peut-être pas si au point que ça. Mais bon, le principe est le même, c'est-à-dire que vous pouvez, soit d'ailleurs de Kaliningrad, soit du sol russe, lancer des attaques de missiles sur le sol européen, des attaques à longue portée, missiles de croisière, éventuellement même, si vous êtes relativement près, des drones, enfin tout ce qui tombe sur l'Ukraine peut être lancé aussi sur l'Europe. Donc ça veut dire concrètement pour la France qu'il faut aussi être capable de protéger son ciel d'intrusion possible. Or, par exemple, un missile comme le missile Oreshnik, c'est quelque chose d'assez difficile à intercepter. Il est prévu pour être nucléaire, mais s'il est employé conventionnellement, vous avez un missile Oreshnik qui tombe avec une charge conventionnelle sur Lyon, il faudra faire avec. Qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et ça, c'est un peu compliqué. L'intercepter, déjà, c'est compliqué. Et ensuite, comment on riposte, c'est aussi très, très compliqué. Donc, vraiment bien comprendre qu'à ce niveau de menace conventionnelle, pure, nous, la France peut être engagée à deux niveaux. Et surtout, le niveau principal sera au loin. Et ça, c'est, j'y reviens, complètement un peu nouveau pour la France. Et c'est donc notre dernier point. C'est pour et là, on montrer passe que au niveau supérieur. La France, en tout cas, aurait des moyens de répondre à une attaque nucléaire. Oui, alors là, on passe au troisième niveau, le plus dangereux évidemment, c'est-à-dire qu'on passe de la bagarre, c'est la bagarre entre deux hommes qui sont équipés de pistolets. Donc là, ils sortent leur pistolet et on n'est plus... là, on parle de choses mortelles, y compris pour les nations. Et là, évidemment, c'est une toute autre dimension qui influe sur toutes les autres menaces, qui rend moins probable la menace conventionnelle, parce qu'on a peur, globalement, on a assez peur de basculer très vite de ce moment où on sort les armes à feu. Donc là, concrètement, de quoi s'agit-il ? Donc on a des sous-marins. Là, on a, pour la France, ça c'est la France, le Royaume-Uni, donc les deux puissances nucléaires européennes. Nous, Français, nous disposons de 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dotés chacun de 16 missiles, qui peuvent porter chacun d'une à 16 charges. Et on a à peu près une quarantaine de missiles air-sol, qui va être lancé qui peuvent être lancés depuis des Rafales, depuis des porte-avions ou des bases en France. Donc ils font un raid et puis on les lance à 500 km à peu près de l'objectif. Ça, c'est l'arsenal français. Les Britanniques, eux, n'ont que des sous-marins. Mais cet arsenal, il faut bien le comprendre, c'est un arsenal qui est destiné au départ à dissuader d'une attaque nucléaire. C'est sa première fonction. C'est-à-dire que s'il y a une attaque nucléaire de la part de la Russie, il y aura une riposte nucléaire automatiquement. Et c'est ça qui fait que les choses deviennent moins probables. Et vous voyez effectivement du côté russe, l'arsenal est assez conséquent. Vous avez 306 missiles intercontinentaux, c'est au-delà par exemple de l'Oreshnik. Donc c'est les missiles les plus puissants, les plus longue portée. Vous avez également 12 sous-marins qui également portent 16 missiles. Et puis vous avez des armes qui peuvent être larguées depuis des avions, un peu comme nos missiles à nous, et d'autres charges plus petites. Donc c'est assez considérable, mais dans le domaine nucléaire, la taille, ça importe peu en fait. Vous pouvez détruire la Russie avec... Nous pouvons détruire la Russie avec notre arsenal. Donc c'est pas forcément la peine d'en avoir 10 fois plus. En tout cas, celui-ci, c'est le seuil de la guerre le plus élevé. C'est l'apocalypse. Là, on est au niveau apocalyptique. Évidemment, tout le monde veut éviter ça. Et donc, il faut jouer, et ça c'est depuis la guerre froide, sur ces 3 niveaux de menace. Plus on monte et moins c'est probable parce que c'est apocalyptique, et plus on descend, plus c'est probable, et on arrive au niveau de ces fameux affrontements hybrides ou clandestins, etc., qui eux, pour le coup, sont véritablement actuels. Merci beaucoup, colonel Goya. Jean-François Bureau, je vous ai entendu écouter avec attention les 3 niveaux de menaces qui pèsent sur la France.
Il faut les prendre au sérieux. C'est de ça dont parle Emmanuel Macron. Je pense, oui, parce que le premier niveau que décrivait le colonel Goya, il existe déjà. Oui. Il est déjà manifeste et depuis plusieurs années. Le second niveau, qui est l'emploi de la force au niveau conventionnel, la Russie l'a utilisé contre la Géorgie en 2007, contre l'Ukraine en 2014, contre l'Ukraine en 2022. Donc, il est attesté que l'emploi de la force, la Russie ne s'en abstient pas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la posture américaine est perçue à Moscou comme une opportunité pour continuer d'affaiblir les Européens, et que précisément la réponse des Européens, elle est de se renforcer leur unité pour pouvoir faire face en tant que tel, en tant qu'Européens, si jamais les Américains ne sont plus là, à la situation d'une menace qui va durer. Et juste 2 chiffres. Les armes nucléaires russes, c'est 5500 ogives. Les armes nucléaires françaises, c'est moins de 300. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il y a une capacité, le colonel le rappelait, une arme nucléaire française, elle fait 20 fois Hiroshima. 20 fois Hiroshima, pour la Russie, c'est une catastrophe, évidemment. Et donc, il y a un pouvoir égalisateur de l'atome qui joue, et donc, c'est ce qui permet à un État qui a moins d'armes, comme la France, de pouvoir dissuader un État beaucoup plus armé comme la Russie. Mais l'objectif de la Russie, c'est d'abord de disloquer l'Europe. C'est ça sa préoccupation depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Poutine l'a expliqué à Munich en 2007 et je crois qu'il met en œuvre ce qu'il avait annoncé depuis 2007. Henri Guénaud, Oui. Comment faire baisser la tension? C'est ce que vous disiez. Vous disiez que c'était la question que... Finalement, ce sont les Européens, c'est l'OTAN, ce sont les Américains depuis le retour de Donald Trump, qui ne font que faire monter la pression face à la Russie. Comment est-ce qu'on peut calmer le jeu? D'abord une première. Puisque vous dites que c'est ça dont il Rebondir s'agit. sur la présentation du colonel Goya, oui, il faut prendre ça au sérieux, mais précisément, le prendre au sérieux, c'est ne pas jouer avec le feu. Voilà, c'est ne pas créer les conditions dans lesquelles, d'escalade en escalade, on va finir par avoir un conflit que personne n'aura vraiment voulu, mais qui détruira qui peut potentiellement détruire l'Europe et une bonne partie de la Russie. Alors, toute la Russie, c'est un peu compliqué parce que jusqu'à Vladivostok, c'est très très lent. Voilà. Mais moi, je crois qu'il y a une opportunité, même si elle est gérée à la façon de Donald Trump, d'une façon brutale qui peut paraître inacceptable à beaucoup. Il faut bien comprendre qu'il n'est pas l'expression seulement de Donald Trump. Monsieur Trump, il est l'expression de tous les gens qui ont voté pour lui et d'une bonne partie même des Américains qui n'ont pas voté pour lui, qui ne veulent absolument plus s'engager dans des conflits extérieurs, notamment dans un conflit comme celui de l'Ukraine. Il faut que les chefs d'État européens, les chefs d'État et de gouvernement européens aient conscience aussi que la grande majorité des Européens ne veut pas non plus s'engager dans ce conflit. Et vous ne faites pas la guerre quand les peuples ne veulent pas la faire. Voilà. Donc, je pense qu'il faut saisir cette chance, ou l'opportunité en tout cas que les circonstances nous offrent pour essayer de trouver le chemin d'un compromis. Alors ne me demandez pas par avance où va se trouver le compromis, mais la première étape de la diplomatie ou de la politique, c'est d'accepter l'idée d'entrer dans une négociation, dans une discussion. Est-ce que, oui ou non, nous sommes prêts à le faire? Mais après, la manière dont les... Est-ce que ça nous permettra d'être en paix? C'est aussi là toute la question. D'être en paix, c'est aussi là la question. Mais nous n'en savons rien avant de commencer. Mais soit nous choisissons cette option, soit nous choisissons l'option du conflit. Voilà, moi, je préfère de loin qu'avant de choisir l'option du conflit, on choisisse l'option de la discussion, puisque les circonstances aujourd'hui s'y prêtent. Je vois que vous avez envie de réagir, mais on continue d'en débattre dans un tout petit instant. On reste sur ce sujet. Restez bien avec nous sur LCI.